Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette conférence de l'après-midi à Secours Expo. Cette conférence qui va donc s'intéresser à l'alerte aux populations. Donc les populations, vous le savez, ont toujours été soumises à des dangers et il est du devoir de l'État ou de ses représentants d'alerter en cas de sinistre. La France dispose notamment d'un système de sirènes, dans le cadre du réseau national d'alerte, composé d'environ 4500 sirènes qui fonctionnent plus ou moins bien et qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. Ce sont celles que vous entendez tous les premiers mercredis du mois à midi. Ce système est hérité de la défense passive de la Seconde Guerre mondiale et son fonctionnement est aujourd'hui quelque peu dépassé, notamment face à l'avènement des outils numériques. Nous verrons cependant si ces outils peuvent à terme remplacer purement et simplement ces sirènes ou s'ils ont aussi des limites en cas de crise majeure. Nous verrons également au cours de cette table ronde que les réflexions pour alerter les populations sont aujourd'hui florissantes et que différents concepts ont été mis en application ou sont à l'étude pour moderniser cette alerte. Nous nous intéresserons également aussi à nos voisins belges, puisque la Belgique est notre délégation à l'honneur sur ce salon. Et nous verrons comment ils répondent à cette question et quelles solutions ils proposent aujourd'hui en ce sens. Alors pour discuter de cette thématique, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Colombe Brossel, qui est adjointe à la maire de Paris, notamment chargée de la sécurité et de la prévention. Monsieur Karim Kerzazi, vous êtes chef du bureau de l'alerte, de la sensibilisation et de l'éducation des publics à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Monsieur Gilles Martin, vous êtes cofondateur des volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel, plus communément appelé VISOV. Madame Delphine Arias-Buffard, vous êtes directrice des relations institutionnelles chez Everywhere. Monsieur Alain Buffet, il est là, directeur commercial de la société UMS. Et monsieur Christophe Cloquet, notre représentant belge, directeur général de Poppy. Merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Ma première question va s'adresser à vous, monsieur Kerzazi, puisque vous représentez la DGCGC. Pouvez-vous nous faire déjà aujourd'hui un état des lieux du fonctionnement du réseau national d'alerte, de ces sirènes? Peut-on avoir un état des lieux de la situation aujourd'hui? Oui, alors donc comme vous m'entendez, oui, comme vous l'avez indiqué, effectivement, Placez le micro près de... Le réseau national d'alerte donc est un dispositif désormais obsolète. Il est en voie d'extinction. Sa genèse, donc effectivement, ça s'inscrivait dans le cadre de la défense passive, dans le cadre des mesures qui s'inscrivaient durant la guerre froide, visant à prévenir les populations d'attaques venant notamment des pays de l'Est. Dès le début des années 2000, à l'issue d'un rapport IREL, ce dispositif a été jugé obsolète tant dans son mode de fonctionnement technique que dans ses finalités. Et donc à l'issue de ces études, un nouveau dispositif a été lancé, donc qui s'intitule SAIP, Système d'alerte et d'information des populations, qui repose principalement également à nouveau sur des sirènes, certaines des sirènes du RNA étant entre guillemets recyclées dans ce nouveau dispositif et étant déclenchées donc par un nouveau logiciel qui a été développé par la société Airbus. Et ce dispositif est actuellement en cours de déploiement. Il fonctionne sur la base de bassins d'alerte et non plus sur la base d'une cartographie fondée sur une finalité de prévenir les populations d'attaques aériennes, mais des finalités de prévenir les populations de toute une série de risques, notamment technologiques et naturels, susceptibles de menacer les populations. Donc ce dispositif repose sur un objectif d'environ 5000 dispositifs de sirènes qui seront déployés en 2 vagues, la première étant censée s'achever l'année 2020. Et au jour où nous parlons aujourd'hui, on en a entre 1300 et 1400 sirènes qui sont aujourd'hui installées dans les communes de France et de Navarre. Donc il est appelé à être déployé dans son volet logiciel, donc opérationnel, à compter du deuxième semestre de cette année. Ce dispositif étant en phase de vérification de services réguliers et de formation de tous les acteurs appelés à actionner, si nécessaire, ce dispositif de sirène.
Voilà, en quelques mots, ce qu'était le RNA, sa mort qui est en train d'être actée, et le dispositif appelé à se substituer à lui. Merci. Alors, avec tout le respect que je porte à la province, hein, étant moi-même de celle-ci, il est clair quand même que la capitale française, Paris, est particulièrement concernée par l'alerte aux populations. Madame Brossel, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelles ont été les réflexions et quelles sont les réflexions menées autour de cette question de l'alerte aux populations et voilà où on en est aujourd'hui? Bonjour, bonjour à tous. Alors, les réflexions qui sont les nôtres aujourd'hui au niveau de la ville de Paris, elles sont malheureusement des réflexions qui sont aussi le fruit de l'histoire récente. On a eu à connaître dans notre ville des épisodes de crise majeure qui forcément nous ont fait évoluer dans les réflexions mais aussi dans les mises en œuvre et puis continuer bien entendu à poursuivre ces réflexions. Il y a les crises que tout le monde a encore en mémoire. Je pense évidemment aux attentats de l'année 2015 et puis celles qui finalement, parce que une actualité chasse l'autre, ont été oubliées, mais nous avons vécu un épisode de crue qui aurait pu être une crue centenale à quelques centimètres dans une période à laquelle elle n'était pas attendue et qui du coup évidemment ont réinterrogé le rapport avec l'alerte aux habitants et le lien avec les habitants. Ce dont nous sommes aujourd'hui persuadés, c'est que dans les questions de prévention des crises, comme dans les moments de gestion des crises, comme éventuellement dans l'après-crise, la place des habitants est absolument fondamentale et que nous ne pouvons pas fonctionner dans un système dans lequel les habitants seraient uniquement, pardon, j'y mets plein de guillemets, mais des réceptacles passifs d'informations. Mais bien au contraire, les habitants doivent être des acteurs et de la prévention et de la gestion des crises. Et on a tout un tas d'exemples qui tendent à montrer que les Parisiens, au travers des différentes crises que nous avons subies, ont participé et ont d'ailleurs manifesté leur envie de pouvoir être acteurs et de la crise et du processus de résilience. J'en veux pour exemple le succès incroyable, ça n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais des formations au premier secours qui se démultiplient. Et encore le week-end dernier était organisé sur le parvis de l'hôtel de ville, dans toutes les mairies d'arrondissement, des sessions qui n'ont pas désempli de la journée avec des Parisiens qui souhaitent se former au premier secours dans cet état d'esprit-là. Et ce que nous pouvons faire, nous, du coup, comme mairie, c'est deux choses. D'abord, être en lien avec les habitants, parce que les élus locaux ont de fait le lien avec les habitants. Et la deuxième chose, c'est être en capacité de construire tous les dispositifs possibles, utiles, les plus adéquats en matière de médiation entre des dispositifs d'alerte qui peuvent être nationaux, entre des propositions ou des solutions technologiques innovantes ou pas, d'ailleurs, et puis les habitants. C'est là-dessus que nous pouvons apporter une plus-value à la construction de ce dispositif. On a essayé, et je reste volontairement modeste parce qu'on avance pas après pas, et il n'y a dans ce sujet aucune victoire totalement acquise. On a essayé de construire soit ce lien avec les habitants, soit cette médiation entre des acteurs qui naturellement n'étaient pas appelés à se rencontrer spontanément. Par exemple, je vous donnerai 3 exemples pour illustrer ce propos. Par exemple, après les attentats de novembre 2015, on a eu une très très forte mobilisation de la communauté des nouvelles technologies à Paris. On est la 2e ville au monde à accueillir des entreprises de nouvelles technologies, avec des acteurs qui spontanément se sont retournés vers nous en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut participer? Et on a organisé avec la préfecture de police un hackathon pendant 3 jours à l'école 42. Là aussi, on va se le dire avec le sourire, mais la rencontre entre la préfecture de police et les acteurs de l'innovation n'était pas nécessairement totalement naturelle. Il peut y avoir des cultures différentes. Et on a eu 3 jours au cours duquel on a des acteurs des nouvelles technologies qui ont phosphoré, travaillé et qui ont proposé un certain nombre de dispositifs, d'applications, de solutions, souvent simples, souvent peu onéreuses,
qui ont donc été proposés à l'ensemble des acteurs en présence. Ça allait de choses qui paraissent aujourd'hui toutes simples ou évidentes à des solutions un peu plus élaborées. Par exemple, pouvoir, pour une institution comme la PHP ou pour une association de protection que je ne citerai pas, mais parmi les grandes associations qui œuvrent dans ce domaine, de pouvoir rappeler ces bénévoles ou ces professionnels en cas de crise, en les géolocalisant pour savoir quel est le potentiel d'intervenants ou de bénévoles à 100 mètres du lieu de la crise, à 500 mètres du lieu de la crise, à 1 kilomètre du lieu de la crise, pour pouvoir anticiper en temps réel le nombre de personnes qui vont pouvoir se rendre et être utiles sur le lieu de crise. Mais ça peut être aussi des solutions qui aujourd'hui ne sont pas encore mises en œuvre, mais sur lesquelles la préfecture de police travaille, des systèmes d'alerte. Alors là, on a déjà franchi un pas avec la plateforme des appels uniques, mais des systèmes d'alerte qui utilisent évidemment la voix, le 17, le 18, le 112, mais qui ensuite passent à l'utilisation du message écrit en utilisant le SMS, voire même des logiciels de traitement qui existent et sont utilisés dans d'autres pays, qui permettent de décrypter soit le degré de stress dans la voix, soit la répétition des informations dans les messages d'alerte, soit le croisement de données là aussi géolocalisables, parce que si on reprend les attentats du 13 novembre, le nombre de messages envoyés sur les réseaux sociaux permettait de cartographier les messages d'alerte, mais également les typologies d'alerte. Donc voilà, un certain nombre de propositions qui ont été imaginées. Et là, nous allons lancer une sorte de combo préfecture de police, ville de Paris et acteurs de l'innovation pour permettre à un incubateur d'entreprise de pouvoir accueillir tous les porteurs de projets qui souhaitent développer, c'est-à-dire passer de la phase « je propose » à la phase « je développe » et de pouvoir les accompagner, y compris en termes de création d'activités, de création de produits, de pouvoir accompagner ce type de produits. Mais on peut aussi intervenir sur d'autres types de sujets. Et je prendrai là 2 exemples liés à l'épisode de crue de juin de l'année dernière. D'abord, on voit bien que dans un épisode de crue allant au-delà des 6,70 m atteints en juin, la question des solidarités locales et des micro-solidarités locales aurait été un facteur absolument fondamental de la gestion de la crise et puis évidemment de la gestion dans le temps de la crise. Et de ce point de vue-là, on est totalement sorti nationalement et dans les réflexions que nous pouvons avoir à Paris de l'idée, pardon, là aussi je vais être un peu rapide, la Seine passe les 6,80 m, on évacue tout le monde en dehors de Paris. On voit bien que pour plein de raisons, ceci ne peut pas fonctionner et que bien au contraire, ce que nous avons à faire, c'est faire en sorte de mettre en sécurité tous ceux qui doivent l'être, mais aussi de travailler sur les solidarités locales. Et à ce moment-là, ça devient très concret. Comment est-ce qu'on va aller aider la voisine du 3e étage qui se déplace difficilement, qui n'a pas de possibilité de mobilité et à laquelle il va falloir faire attention, sur laquelle il va falloir veiller au moment de la crue, mais aussi dans toute la phase de décrue dont on sait qu'elle est beaucoup plus longue que la crue elle-même. Et de ce point de vue-là, la question de l'alerte à la population et la question de la mobilisation de la population dans des réseaux de solidarité, de micro-solidarité locale, devient un élément absolument fondamental de la gestion d'une crise. Et puis, dernier exemple, là aussi, dont le succès, pour le coup, nous a vraiment surpris, en plein milieu de la montée de la Seine, on avait évidemment un sujet de niveau de la Seine, mais aussi le sujet qui se voyait le moins, qui était la remontée des nappes phréatiques. Et évidemment, à Paris, la question de l'inondation des caves, des parkings, des sous-sols a été un sujet majeur de vigilance, d'inquiétude et puis de quelques débordements, il faut bien l'avouer. L'inspection générale des carrières de la ville de Paris a mis en ligne, c'est déployé de façon absolument formidable sur tous les terrains, et a mis en ligne un outil disponible sur le site de la ville de Paris qui permettait de repérer sur une carte très simple toutes les zones dans lesquelles nous voyons
et nous mesurions jour après jour la remontée des nappes phréatiques pour permettre là aussi d'avoir un message d'alerte très personnalisé finalement vis-à-vis des Parisiens sur le fait qu'il était peut-être nécessaire d'aller vérifier sa cave, son sous-sol, son parking à tel endroit et que par contre en haut du Sacré-Cœur ça n'était pas totalement nécessaire mais que dans certains arrondissements la vigilance était nécessaire. Cette carte elle a été vue 1 million de fois. Voilà, dans un épisode de crise qui a été finalement rapide. Et donc on voit bien qu'arriver à construire le pont, le lien entre les habitants, les Parisiens et l'ensemble de ceux qui, à un moment donné, doivent assurer la gestion et la coordination des actions de gestion de crise, est un sujet fondamental, parfois pour éviter d'autres crises, parfois pour permettre aux habitants d'être acteurs. Et de ce point de vue-là, pour reboucler par le début de votre question, la réflexion dans laquelle nous sommes en permanence, c'est de veiller à ce que nous, Ville de Paris, nous puissions être des acteurs très impliqués de ce lien avec la population, parce que prévenir, gérer, y compris dans la durée, une crise ne peut pas se faire sans ceux qui sont les acteurs principaux, à savoir les habitants. Merci beaucoup. Delphine Arias-Buffard, vous représentez la société d'Everywhere, qui a entre autres développé le système SAIP. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire aujourd'hui ce qu'est ce système et nous expliquer un peu son fonctionnement? Alors juste pour vous situer, donc ma société, donc on est une PME française qui allons bientôt avoir 14 ans. On crée des services basés sur la géolocalisation en temps réel. On travaille sur toute la question d'abord de la sécurité publique, sécurité civile et jusqu'à la ville intelligente. Dans le cadre de projets européens, en fait, on a travaillé sur des projets de recherche et développement où l'Europe se posait la question suite aux ouragans de Sandy aux États-Unis, comment est-ce que la population en fait là-bas était résiliente et que les autorités arrivaient à communiquer avec les habitants. Ils ont pris conscience de la résilience de tout ce qui était réseaux sociaux, applications mobiles et dépendance en fait en termes de communication. Parfois, on a différentes technologies d'alerte qui sont plus classiques. Alors, on a les sirènes que la France est en train de moderniser. Après, il y a d'autres moyens d'alerte que les collectivités ont souvent adoptés, qui sont des automates d'alerte. Mais lorsqu'on arrive sur du massif, comme la ville de New York, il y avait un problème de saturation des réseaux et tout coupé. Et les applications smartphones étaient à ce moment-là mieux résilients. Donc, on a travaillé, la Commission européenne, comme notre spécialité est la géolocalisation, nous a demandé de travailler sur la géolocalisation en temps réel pour notifier des alertes. On a travaillé ça avec les acteurs du terrain, donc les acteurs français, entre autres la sécurité civile. Et lorsque malheureusement la France a été touchée par les attentats, on a dû travailler beaucoup plus concrètement sur une application à la demande des autorités où en fait il y avait un défi qui était la notification géolocalisée des alertes, mais sans remontée de position. C'est-à-dire que l'État ne voulait pas savoir qui était présent, combien de personnes étaient présentes, mais voulait être sûr que le message arrivait dans une zone précise. Donc c'est ce qu'on a développé en quelques mois. Je laisserai plutôt après la sécurité civile prendre la parole là-dessus. Le projet a été en fait lancé à la demande du Premier ministre, mais nous, le marché a été conclu en avril et on l'a livré en juin. Donc on est sur une application qui est dans une première version vraiment sur le risque terroriste. On est dans le cadre de l'euro, la France vitrine. Et donc c'était les risques prégnants qu'avait choisi l'État. Et l'idée c'est que vous avez une géolocalisation, des messages géolocalisés en temps réel d'où vous êtes, ou vous vous abonnez à des points qui vous intéressent car vous avez de la famille, des amis. Et si la 6G est un peu binaire, c'est vous êtes soit en fait tout va bien ou ça ne va pas. Et c'est pour l'instant le COGIC en fait qui choisit d'alerter les populations en cas de problème. Et en même temps, ils ont fait un système un peu de prévention, d'information préventive où lorsque vous avez l'application, vous savez comment réagir en cas de crise. Mais elle ne s'applique seulement lorsque la sécurité civile a décidé de l'avancer. Voilà. Monsieur Carzali, vous voulez rajouter un mot sur ce système? Oui, juste quelques précisions en fait, sur le déclenchement technique. C'est bien entendu l'autorité administrative qui décide du déclenchement, donc le préfet territorialement compétent. Le COGIC, donc le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, CIS à la DGS-CGC, étant à ce stade l'unique endroit de déclenchement technique des alertes. Pour préciser également que ce dispositif a effectivement été développé dans des délais extrêmement courts pour pouvoir être opérationnel
pour le championnat d'Europe de football de juin 2016. Donc cette application a été rendue disponible sur les magasins d'applications. Sur les magasins d'applications la veille du premier jour du premier match de l'Euro, donc le 8 juin. Et nous sommes aujourd'hui autour de 750 000 téléchargements sur cette application, qui est un niveau assez important sur ce type d'application. Donc c'est ça, il faut bien préciser que c'est une application qu'il faut télécharger qui permet ensuite de recevoir les alertes. Qui est téléchargeable sur les deux principaux systèmes opérationnels, donc iOS et Android, au jour d'aujourd'hui. Oui. D'accord. Alors avant de passer à d'autres solutions qui existent aujourd'hui, je voudrais faire intervenir Monsieur Gilles Martin, cofondateur d'Evisov. Votre métier, entre guillemets, si je peux dire, c'est les réseaux sociaux, enfin en tout cas votre cœur d'action. Les médias sociaux sont-ils aujourd'hui incontournables dans la prise en compte de l'alerte aux populations ? Alors pour ce qui est des réseaux sociaux, ils sont complètement incontournables, mais ils sont surtout complémentaires. Je pense que la vision qu'il faut avoir de toutes ces solutions qui sont à notre disposition, c'est la complémentarité. Il n'y a pas de position dogmatique à avoir sur la préférence de l'une par rapport à l'autre. Et c'est vraiment une complémentarité qu'il faut garder en tête. Par alerte des populations, de quoi parle-t-on ? On va chercher à alerter massivement de la population qui va être soumise très rapidement à un risque et maintenant, malheureusement, à une menace. Alors si on fait un peu un état des lieux, qu'est-ce qu'on a à notre disposition ? Donc en 2009 est apparu le système d'alerte des informations des populations, le SAIP. Formidable projet qui comprenait deux volets, un volet qui s'appuie sur les sirènes et un autre volet qui mettait en avant toutes les nouvelles technologies d'utilisation de téléphonie des SMS. Que le premier volet a été financé. Donc on s'est arrêté à la rénovation de notre parc de sirènes. 2009, la date est importante parce que ça fait 40 ans qu'on avait marché sur la Lune. C'est-à-dire que 40 ans après avoir marché sur la Lune, quand on s'est mis à se dire qu'allons nous mettre en place pour prévenir les gens d'un danger immédiat, on va rénover les sirènes. Je vous laisse réagir vous-même. Après, qu'est-ce qu'on a vu intervenir ? On a vu arriver une application qui a été mise en place dans le cadre d'une urgence impérieuse, très rapidement suite au Bataclan. Effectivement, téléchargée 700 000 fois. Ceux qui font un peu de marketing digital et qui créent un peu les applications savent que les applications sont désinstallées lors de leur première utilisation à environ 65% des cas. Mais cette solution est utile parce que pour alerter, prévenir une communauté spécifique qui est déjà acculturée, des collectivités, des agents de l'État, bien sûr, mais alerter massivement, non. Donc c'est un autre volet de l'alerte aux populations. Le troisième, donc les médias sociaux, on retrouve, bien sûr, c'est le vecteur de toute l'information en priorité. Les grands industriels qui sont Twitter et Facebook ont bien compris l'intérêt qu'il y avait de développer des fonctionnalités. Donc Twitter a développé un Twitter Alert qui n'est pas opérationnel en France. Peut-être que les institutionnels, en se rapprochant de Twitter, arriveront à le faire mettre en place. Et on voit Facebook qui développe des produits tels le Safety Check qui permet à dire à sa famille, lorsqu'on est soumis à un événement un peu catastrophique, que tout va bien. Donc oui, les médias sociaux sont un grand vecteur d'information. Moi, j'aime bien comparer tout ce système à l'alerte enlèvement. Quand vous voyez l'alerte enlèvement, ça sort sur tous les supports. Je vais laisser parler la dame. Nous attendons salle 3 à 16h pour assister au débat. Les maires sont-ils bien formés à la gestion de crise ? Je répète. Je ne rebondirai pas sur l'annonce. Restez avec nous surtout. Donc l'alerte enlèvement, quand ça sort sur le JT, vous voyez après apparaître sur les réseaux sociaux, sur les PMV, les panneaux à messages variables sur les autoroutes, de partout. Donc c'est vraiment cette notion de complémentarité qu'il faut garder en tête. Et la dernière chose, c'est qu'il faut essayer d'alerter les gens sur le plus grand dénominateur commun. Et c'est quoi ? C'est ce petit objet-là. Je suis sûr que si on fait le tour de la salle, on arrive aux 95%. Actuellement, il y a des technologies qui sont toutes récentes. Elles existent depuis une vingtaine d'années, qu'on appelle le cell broadcast, qui permet à tous de vous contacter sur ce petit téléphone et de vous informer que vous êtes soumis à un risque. Donc oui, il y a plein de choses à faire. Depuis 2009 et 2004, la loi disait que le citoyen devait être acteur de sa propre sécurité. Ça avance, mais il y a encore du boulot. En effet.
Ah, vous avez des fans. Monsieur Buffet, la société UMS développe des solutions d'alerte aux populations également. C'est une société norvégienne et donc des solutions d'alerte, notamment par SMS. On en parlait. Ce qui permet de se passer finalement d'une application à télécharger. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu? On va y arriver. Pouvez-vous nous expliquer, c'est une façon d'alerter aussi les gens finalement, pouvez-vous nous expliquer succinctement le principe de votre technologie et des solutions que vous développez aujourd'hui? Alors, bonjour. Alors d'abord, je voudrais revenir en fait sur le principe de l'alerte. L'alerte, c'est sauver des vies. Et donc, in fine, sauver des vies. Et donc, par conséquent, ça veut dire qu'on va tous être égaux. Nous allons tous être égaux devant l'alerte. Donc, face à ces deux problématiques, UMS a une solution qui s'appelle Location Based Alert System en anglais et système de géolocalisation, système d'alerte par géolocalisation, qui est la suivante, c'est-à-dire à partir d'un système cartographique, nous allons dessiner un polygone qui va correspondre en fait à une zone de danger. Nous allons prédéfinir une zone de danger. Ça peut être une inondation, ça peut être un éboulement, ça peut être différents cas de figure, évidemment. Et nous allons chercher en fait nous allons chercher en fait à détecter toutes les cartes SIM qui se trouvent dans la zone prédéfinie. La sémantique est importante ici. Je dis bien carte SIM et non pas nom, prénom, adresse, téléphone. Donc, qui sont des informations relatives au respect de la vie privée, comme nous le savons. Et donc, ces informations-là, nous allons les obtenir par les opérateurs mobiles. Donc, nous allons en fait en direct chercher ces informations auprès des opérateurs mobiles. Et là, nous allons en fait savoir qu'il y a tant de cartes SIM avec la nationalité, donc la provenance de la carte SIM. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on va pouvoir lancer une alerte par SMS dans la langue native du détenteur du mobile. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune discrimination. En fait, l'objectif d'une alerte, c'est de sauver des vies, et pour cela, il faut aussi qu'elle soit non discriminante, c'est-à-dire qu'on soit tous égaux, que nous soyons tous égaux devant l'alerte, et qu'elle soit efficace, rapidité. Et donc, là, encore une fois, nous répondons en fait à cette exigence. Et donc en fait, cette solution-là, système d'alerte par géolocalisation, alors évidemment on va me dire, bah oui, mais il faut normalement le consentement préalable. Oui, je vous l'accorde. Sauf que en termes d'alerte, en termes, disons, dans l'idée de sauver des vies, de réduire l'impact d'une situation à risque sur une population, il faut pouvoir agir par défaut. Parce que si on regarde par exemple la loi qui est venue maintenant par rapport au don d'organes, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que, disons, pendant des dizaines et des dizaines d'années, il fallait avoir en fait une carte de donneur d'organes sur soi pour justement pour qu'on puisse prendre donc, un organe qui va sauver une vie. Et donc pendant des dizaines et des dizaines d'années, nous avons des gens qui sont décédés faute d'avoir eu cet organe-là. Et là, on a changé, on a dit on va tous être par défaut. Et bien devant l'alerte, devant le danger, on va tous être alertés par défaut. Pourquoi? Parce que l'objectif in fine de tout cela, c'est de sauver des vies. Voilà. Donc en fait, cette solution-là, elle a été mise en place en fait par le gouvernement norvégien et ainsi qu'en Suède. Et donc nous avons en fait des implantations, différentes solutions. En fait, nous n'avons pas que ça, nous avons aussi le cell broadcast. Nous avons en fait des solutions d'automates d'appel aussi que nous commercialisons auprès des communes avec des systèmes multicanal. Et là encore, j'ai entendu les MSGU. Donc là aussi, pareil, ça fait partie en fait des canaux que nous utilisons, donc que nos communes, par exemple, qui utilisent nos solutions, utilisent pour alerter leur population dans le cas de la gestion de crise, des risques majeurs. Voilà. Merci pour cette présentation. On reviendra sur ces questions tout à l'heure. Je voudrais laisser la parole à M. Cloquet, directeur général de Poppy. Vous êtes aussi à la Croix-Rouge belge, il me semble.
Pouvez-vous nous faire un résumé de la situation en Belgique en ce qui concerne l'alerte aux populations et nous présenter les différentes technologies employées et ce que vous faites aussi au sein de Poppy? Tout à fait. Alors, pour commencer, je ne vends rien, je ne vends pas de solution d'alerte. Simplement, ma fonction, c'est consultant et effectivement de l'alerte, mais l'alerte professionnelle, donc ciblée vers des groupes cibles, pas de l'alerte de population. Ce qu'on a en Belgique... Bien près du... Comme ça ? Ce qu'on a en Belgique, depuis peu, en tout cas jusqu'il y a peu, il y avait effectivement un système de sirène qui est toujours en œuvre, où on a effectivement quelque chose comme 550, 570, 570 sirènes réparties sur le territoire et principalement à proximité des sites sensibles, Céveso et nucléaires, donc quelque chose de similaire à ce que vous avez ici. L'alerte jusqu'à présent était principalement basée sur ces sirènes et des initiatives locales ou des solutions ad hoc, des véhicules de police qui passent dans la rue avec leur mégaphone, ce qui a parfois un effet contraire, puisque quand le véhicule de police vous demande de fermer les fenêtres, que vous n'entendez pas bien, vous allez justement ouvrir la fenêtre. Donc ce n'est pas toujours le plus adéquat. Et au fur et à mesure, la réflexion est née effectivement de moderniser ce système et de manière similaire à la solution SAIP, le centre de crise fédéral, donc qui dépend du ministère de l'Intérieur, du service public fédéral intérieur, a mis en place le projet BiAlert. Et le projet BiAlert a également pour vocation d'intégrer différentes modalités d'alerte de population. Les sirènes en feront partie, mais également des moyens mobiles, SMS et appels vocaux. Et SMS selon deux sous-modalités. La première, la possibilité de recevoir des SMS liés à la localisation de votre domicile, qui effectivement vous permet de savoir ce qui se passe chez vous, même si vous n'y êtes pas. Et la deuxième, une solution basée effectivement sur la géolocalisation des cartes SIM, effectivement. Donc c'est un envoi massif de SMS, ce n'est pas du cell broadcast, c'est un envoi massif de SMS basé sur la dernière localisation connue de votre carte SIM. Dernière localisation qui peut remonter à 30 minutes, voire 1 heure ou un petit peu plus. Donc là, on a un battement aussi, pour dire qu'aucune solution n'est parfaite ou la panacée, mais que la combinaison de ces différentes solutions fournira effectivement la réponse ou la manière d'alerter un maximum de gens. Alors, le projet BiAlert est conçu également pour être évolutif. Donc on part, en tout cas il commence sur quelques modalités. C'est également l'objectif de pouvoir fournir des flux d'informations à des applications par exemple ou à d'autres systèmes qui seraient développés dans le futur sous forme de notification push, éventuellement sous forme de cell broadcast, même si ce n'est pas encore à l'ordre du jour. D'accord, merci. Pardon. À qui revient la responsabilité aujourd'hui de l'alerte aux populations et est-ce qu'on peut imaginer un système d'alerte qui se développerait sans peut-être l'État ou sans les élus locaux ou est-ce qu'il faut toujours que l'État ou les élus locaux soient dans la boucle, je dirais? Ou est-ce qu'on peut imaginer une société qui dirait, bah voilà, moi je développe un système d'alerte de mon côté? Comment ça se combine aujourd'hui, tout ça? Monsieur Kerzazi ou Madame Brossel après peut-être, ouais. Oui, donc en France, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prévues dans les différents codes qui régissent la vie publique en France, donc le Code général des collectivités territoriales et le Code général de la sécurité intérieure. Donc la responsabilité de l'alerte, elle est à deux niveaux, à la fois à l'État, mais également et presque prioritairement à chacun des 35 500 maires de France qui, selon le CGCT, ont pour impératif, pour mission, et il s'agit bien d'une obligation de résultat et pas seulement d'obligation de moyens, de prévenir l'ensemble
des concitoyens qui sont placés sous leur responsabilité en cas de crise ou de menaces graves les menaçant. Et donc le second échelon est celui de l'État. Et au niveau territorial, c'est le préfet de département qui est chargé de donner l'alerte, soit lorsque les circonstances dépassent le territoire géographique d'une commune, soit dans le cadre de l'exercice du pouvoir de substitution au maire, si celui-ci n'est pas en mesure ou n'a pas été mis en mesure de remplir ses obligations. Et ensuite, au niveau national, vous avez également la possibilité de lancer des alertes nationales qui relèvent cette fois du Premier ministre ou du ministre de l'Intérieur et ou du ministre de la Défense par délégation de celui-ci. Donc ça, c'est la structure hiérarchique des pouvoirs publics en matière d'alerte en France. Paris est évidemment, comme toujours, un cas un peu à part, mais c'est bien logique. Et donc on a un système à Paris où le préfet de police et le préfet de la zone de défense sont évidemment les pilotes en cas de crise. Et ça n'est que mon sentiment, mais je ne recommande pas d'avoir plusieurs pilotes en cas de crise. Pour avoir traversé plusieurs épisodes de crise de nature différente, je crois que ce qui est important, c'est qu'en effet, il y ait une structure de commandement et de point de départ de ce type de décision qui reste unique. Parce que rien ne serait pire en cas de crise que de diluer les responsabilités, les informations. Et donc, de ce point de vue-là, et malheureusement par expérience, je crois que cette organisation est la plus efficace. Après, on voit bien quelles sont toutes les dimensions qui peuvent être tellement diverses en matière d'alerte à la population. Je vais vous prendre un exemple pour étayer tout ceci. Au-delà de ce que vous venez de décrire, qui sont en effet le cadre d'organisation légale et réglementaire de l'alerte à la population, on arrive très vite à des questions qui sont des questions très opérationnelles sur lesquelles il ne faut pas se tromper. Le soir du 13 novembre, l'une des décisions que la ville de Paris a eu à prendre, parce que ça relevait de ses compétences, était de savoir s'il fallait ou non ouvrir le lendemain matin, à un moment où personne ne savait s'il y avait encore des terroristes présents sur le territoire parisien, s'il fallait ouvrir ou non un certain nombre d'équipements municipaux. La décision que nous avons prise a été de laisser les espaces verts et les jardins fermés, de ne pas organiser les marchés alimentaires, mais de garder ouvertes les mairies dans lesquelles il y a une obligation de pouvoir avoir accès pour des actes d'état civil. Et de façon tout à fait anecdotique, il y avait des mariages prévus ce matin-là. Vous voyez bien qu'on est à la frontière entre l'information à la population et l'alerte à la population. Parce que, au-delà des textes, on était à un moment de la soirée où personne ne savait quel était encore le degré de gravité ou de danger pour les Parisiens sortant dans la rue quelques heures après le Bataclan. Et donc, c'est là où je dis qu'il faut faire attention à ce que on garde en même temps une capacité à être en information et en alerte de la population qui soit la plus opérationnelle et la plus efficace possible, mais dans laquelle, pour être efficace et opérationnelle, il ne faut qu'un seul pilote. Gilles Martin, vous voulez réagir ? Celui-là ? Ouais, il marche celui-là. Ouais, juste un compléter, parce que depuis cette révolution technologique qu'a vu l'émergence d'Internet, l'explosion des médias sociaux, etc., on est passé d'un simple rôle, simple entre guillemets, hein, de l'alerte très du haut vers le bas, à quelque chose vraiment bidirectionnel. C'est-à-dire que le soir du Bataclan, bien sûr, il y a eu toute une notion d'alerte, de dire à tous les Parisiens qu'il y avait une situation d'urgence, mais il y avait aussi une remontée via les médias sociaux de milliers et milliers de personnes qui se questionnaient et qui voulaient refaire aussi remonter de l'information. Donc, au-delà de ce simple canal du haut vers le bas, où j'informe la population d'un danger ou d'une menace, il y a toute cette notion de que faire de toute cette masse d'informations, comment la collecter, comment l'analyser, comment la synthétiser, pour répondre aux questionnements de la population lorsqu'elle est face à des situations catastrophiques, et comment faire pour répondre au mieux à ses attentes. Donc bien sûr, j'ai pas les réponses, hein. C'est un vaste sujet qui est mené en partie par la DGSCGC, qui est en partie par les collectivités, mais c'est les enjeux de demain. Sachez que tous les jours maintenant, une tranche de la population signale des situations d'urgence sur Twitter et Facebook. Un petit exemple, janvier 2004,
2014, oui, c'est ça, des inondations dans le Var. 2 jeunes adultes signalent que leurs parents sont en danger, en train de se noyer dans leur voiture sur Twitter. Quid de la responsabilité de l'État sur ce message d'alerte qui n'est pas veillé habituellement? Donc pour ces 2 personnes, ça s'est bien passé, parce que Visov était activé, on a pu collecter ces informations et les faire remonter. Mais c'est aussi tout un champ de l'alerte qui avant n'était pas pris en compte et qui sera les enjeux, si ce n'est pas de demain, c'est au moins d'aujourd'hui. Mais alors justement, tous ces champs d'alerte, je dirais, qui se développent aujourd'hui, est-ce qu'on ne risque pas d'arriver aussi un jour au phénomène, je dirais, trop d'alerte, tue l'alerte à force de multiplier les vecteurs, est-ce qu'on ne risque pas justement de tuer l'alerte au bout d'un moment? Christophe Cloquet. Ou au contraire, vous avez de la littérature aussi qui vous dit que pour être crédible, l'alerte doit venir de plusieurs vecteurs, selon plusieurs modalités. Et donc, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, la complémentarité de ces différents moyens est importante, pourvu qu'ils soient cohérents, effectivement. Décidément, oui. Un exemple intéressant des USA, la position qu'ils ont prise, c'est de dire l'État, nous sommes l'initiateur de l'alerte. Nous sommes l'initiateur du message. Et après, ils ont créé un protocole commun d'alerte, qui est un acronyme assez connu, qui fait que quiconque crée son application, quiconque développe un site web et veut intégrer ce flux dans son application ou dans son site web, peut le faire. C'est-à-dire quiconque, demain on pourrait imaginer votre application Le Bon Coin, que vous avez 1 personne sur 2 sur votre téléphone, pourra vous prévenir en push que dans votre proximité, vous avez un incendie, une inondation ou autre. Et ce positionnement de l'État étant le générateur de l'information et qui laisse à la société civile le rôle, entre guillemets, de devoir diffuser le plus largement possible cette information, je trouve que c'est un positionnement intéressant qu'ils ont et ça permet de multiplier toutes les sources. Et comme dit monsieur, quand on multiplie les sources, on touche encore plus de monde. Donc on sauve des vies. Ça permet effectivement de garantir, ou en tout cas d'aller vers le fait que cette alerte va pénétrer dans différents groupes de la population qui, a priori, ne se parlent pas ou se parlent peu, ou sont éventuellement peu réceptifs au message de l'État. Et donc effectivement, ça permet de diffuser l'information et la crédibiliser. Et alors justement, crédibilité certes, mais est-ce qu'on risque pas aussi de se retrouver parfois face à des fausses rumeurs et à des phénomènes de panique ou des gens qui alerteraient peut-être pour une bonne raison, on voit un début de fumée, allez hop, j'envoie sur Twitter ou via une application, il y a un incendie ici, alors qu'en fait, il n'y a peut-être pas nécessité d'alerter la population et de créer un phénomène de panique. Alors moi, je vous répondrai que c'est d'ailleurs la logique des SAIP, parce que au niveau du gouvernement, des moyens de communication qui diffusent les rumeurs, c'est malheureusement l'apport et la faiblesse des réseaux sociaux, c'est vérifier l'information. Donc parfois on peut faire avec l'information de masse et le réseau avec lequel travaille Gilles Martin fait un peu un intermédiaire pour aider les autorités à différencier le vrai du faux, donc c'est leur travail. Mais l'idée d'une application descendante qui est officielle fait que vous pouvez être sûr à ce moment-là que quand l'État communique directement cette information, ce n'est pas une rumeur. C'est sécurisé pour que ce soit que l'information du gouvernement. L'information tournera. Il y en aura toujours. Et au moment, je sais que j'avais vu des gens de l'AFP, c'est un vrai sujet. Ceux qui travaillent sur l'information, qui en font un business, comment aller vite alors que les réseaux sociaux sont instantanés, comment savoir quelle est l'information vérifiée, pas vérifiée. Le lendemain des attentats, les gens, ou quelques jours après, étaient venus à République pour se recueillir et il y a une ampoule qui a explosé, il y a eu un mouvement de foule. Des gens sur les réseaux sociaux, à ce moment-là, ont cru que c'était un attentat. Donc, en toute bonne foi, mis ce qu'ils ont pensé. Mais la question, c'est qu'à ce moment-là, en effet, quel usage on en fait? Maintenant, je sais que le gouvernement qui a une application aurait plutôt tendance à utiliser les choses pour dire il se passe quelque chose, oui ou non, mais si on ne communique pas, c'est qu'il ne se passe rien. Je suis obligé de rebondir sur les rumeurs et les médias sociaux. Souvent, on associe médias sociaux égale rumeurs. Alors, la plus grande rumeur qu'il y a sur les médias sociaux, c'est que les médias sociaux sont des porteurs de rumeurs. Si vous suivez, je peux vous préciser à ceux qui s'intéressent, des sites de recherche qui vont faire de la recherche sur la rumeur. On va parler des rumeurs post-Bataclan, des rumeurs post-attentat de Nice ou les rumeurs post-Juan-les-Pins, pour ceux qui ont suivi l'événement d'un presque attentat à Juan-les-Pins.
vous apercevrez que dans de nombreux cas, les premiers générateurs de fausses informations, on va parler de ça, c'est les chaînes de formation continue. Après, il est clair qu'elles sont colportées par les médias sociaux. Les médias sociaux sont des formidables amplificateurs du bon comme le mauvais. Donc on va tout y retrouver, vous y êtes tous dessus, donc vous le savez aussi bien que moi. Quand on prend la genèse vraiment de la rumeur et son déroulement, on s'aperçoit que la rumeur est présente parce qu'elle vient combler un vide informationnel. Première étape, les gens sont face à un événement, on ressort du factuel. Deuxième étape, la personne m'a dit que, et on commence à déformer, et après arrivent très rapidement les questions. Et si on n'a pas les réponses à ces questions par les pouvoirs publics, sur le moment, avec les canaux qu'ils utilisent, on va avoir les gens qui vont trouver les réponses à leurs propres questions. Donc à Nice, on va trouver une fusillade dans un restaurant, on va trouver la prise d'otage dans l'hôtel Le Méridien, etc., 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 etc. Donc il y a deux choses intéressantes à voir, c'est que travaillons aussi à l'origine des rumeurs, c'est un autre débat. Et après, la deuxième chose, si on veut canaliser sur les médias sociaux, c'est un terme qui ne va pas du tout, mais si on veut avoir une action forte, soyons très rapidement sur les médias sociaux pour porter la parole de l'État et même dire « je ne sais pas, mais je suis présent et je vous informerai dès qu'il y aura quelque chose ». Merci. Alors, tout à l'heure, M. Buffet, vous nous avez dit une belle phrase, que nous devons être tous égaux devant l'alerte. Moi, personnellement, je suis assez d'accord, mais on parle là depuis tout à l'heure beaucoup des smartphones, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je crois que la population est équipée à peu près à 88%, je crois, de téléphones portables. Qu'est-ce qu'on fait des 12% restants? Finalement, tout le monde n'a pas forcément un téléphone portable. Il y a les personnes âgées qui sont au fin fond de la province, qui n'ont rien d'autre peut-être que leur poste de radio et leur chaîne de télé pour s'informer. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Alors, effectivement, ce qui relève alors encore une fois, l'alerte, c'est la responsabilité de l'État et en premier lieu. Donc l'État, en l'occurrence, donc ça va être le ministère de l'Intérieur, ça va être au niveau local, ça va être le maire, d'accord, qui va avoir un rôle de sauvegarde, d'aide, d'assistance, de soutien, de protection vis-à-vis de sa population. Le challenge dans l'alerte, par exemple, si on regarde la France, c'est le pays le plus visité au monde. C'est le pays qui reçoit le plus grand nombre de touristes. Et il faut être capable, à notre époque, on parlait de l'homme a marché sur la Lune, effectivement, là on est en 2017, et il faut être capable de pouvoir alerter l'ensemble des individus sans discrimination, quelle que ce soit. Là vous parliez justement des smartphones. Ben, moi je connais des tas de gens qui ont encore en fait des téléphones portables classiques. Et donc il est important que tout le monde puisse être alerté bon, tout le monde a un téléphone portable, ça c'est clair, hein, on va dire 100% de la population quasiment a un téléphone portable. Et il faut pouvoir alerter tout le monde, les touristes, les gens de passage, les visiteurs. Nous avons plus de 50 centrales nucléaires en France, plus de 600 Céveso classés seuil haut. La France aussi est très exposée par rapport à sa politique extérieure. Et donc il faut être capable, à notre époque, d'avoir une solution qui répond à cette exigence que tout le monde soit alerté. Et donc nous, en fait, par rapport à ça, le gouvernement norvégien a été intéressé justement par une solution de ce type. Nous avons en fait, évidemment, on parle de respect des informations relatives à la vie privée, mais encore une fois, à un moment donné, il y a un choix de société à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on garde les cartes de donneurs d'organes dans nos poches et puis on a des gens qui décèdent parce qu'ils n'ont pas l'organe pour pouvoir continuer à vivre? Ou est-ce qu'on dit que tout le monde est donneur d'organes par défaut? C'est une vraie question. Et là, encore une fois, par rapport à l'alerte, c'est la même chose. Une situation, évidemment, une alerte lancée ne va pas
empêcher un attentat. Ça, c'est le travail de la DGSE, DGSI, mais c'est pas la question. La question, c'est de réduire l'impact d'une situation critique, d'un danger sur la population. En fait, ce qui s'est passé, c'est, je vais vous donner un exemple, parce que nous avons en fait cette solution-là, elle s'applique autant à l'intérieur, donc au niveau national, qu'à l'international. Je m'explique. Le gouvernement norvégien nous avait demandé, en fait, quand il y a eu le tremblement de terre au Népal, d'utiliser notre solution pour pouvoir en fait communiquer avec les Norvégiens qui se trouvaient en fait dans la zone de séisme quand il y a eu justement le tremblement de terre. Parce qu'en ayant accès en fait aux informations aux opérateurs mobiles, aux informations des opérateurs mobiles, on va pouvoir, là aussi, on va pouvoir communiquer dans une zone de danger. Et quand on parle aussi alors justement par rapport à ça, si on regarde, j'ai dit les cartes SIM, et c'était important, cette sémantique était assez importante, puisque en fait, on ne va pas avec notre système que nous proposons en fait au gouvernement, on ne va pas chercher, on ne va pas obtenir l'adresse, ni même la donnée précise de géolocalisation de la personne détenteur du mobile. La seule chose qu'on va chercher, c'est la carte SIM, et juste avoir l'information de savoir que cette personne qui vient de tel pays se trouve quelque part dans la zone à risque. Et de pouvoir communiquer avec elle. C'est toute l'idée. Et ça fonctionne. Mais alors du coup, pour ces personnes qui n'en ont pas de carte SIM, Madame Brossel ? Je rebondis là-dessus, de nouveau par un exemple. Lors de l'épisode de Crue de la Seine, les personnes qui ont été en premier les plus fragiles, et celles dont nous avions nécessité et obligation de nous occuper en premier, ont un taux de couverture de téléphonie mobile et de possibilité de télécharger des applications à peu près proches du néant. Ce sont notamment les personnes qui vivent à la rue et qui vivent notamment sur les bords de Seine. Et donc la première chose que nous avons eu à faire en termes d'alerte des populations, ça n'est pas de créer une application ni de la faire télécharger par les Parisiens, c'est de faire en sorte que toutes les équipes de maraudes, que ce soit les maraudes de la ville de Paris ou les maraudes associatives, coordonnent leur action pour aller à la rencontre des populations les plus fragiles, pour les mettre à l'abri parce qu'elles étaient celles qui étaient le plus en danger le plus vite. Et c'est là où on voit bien qu'il ne faut pas, je le crois en tout cas modestement à la lueur de quelques expériences, s'imaginer qu'on peut avoir un système d'alerte globale. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort assez bien de nos différentes expressions. C'est qu'en multipliant les moyens d'alerter, d'informer et de rendre les habitants acteurs de la gestion des crises, sans se dire qu'il y a une solution unique, car il n'y a aucune solution unique. Mais par contre, une coordination de l'ensemble de nos dispositifs, c'est comme ça qu'on peut arriver à couvrir le plus largement le champ des personnes qui sont alertées et informées, la meilleure façon de pouvoir traiter du mieux possible l'ensemble des informations qui remontent, et puis rendre aussi ces moments de crise des moments qui sont utiles pour préparer l'avenir. Et là aussi, dernier exemple, quand on travaille avec les enfants dans les écoles de Paris sur les questions de gestion de crise, c'est aussi parce qu'on est absolument persuadé que là aussi, en termes de population non équipée d'un téléphone avec des applications, on en a quand même un certain nombre. Et pour autant, les enfants sont des habitants de Paris et en période de crise, quelle que soit la nature de la crise, ils doivent être d'une part sécurisés et protégés, mais ils doivent aussi pouvoir être acteurs à leur niveau de la gestion de crise. Et donc on voit bien que c'est en engageant toute cette diversité de solutions, de morceaux de solutions, en ayant conscience des forces et des faiblesses de chacun des canaux d'information, que l'on arrive à construire la complémentarité. Et moi, je suis assez convaincue, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, que c'est cette complémentarité-là qui peut nous faire avancer sans imaginer qu'aucun de nos systèmes d'information, d'alerte et d'organisation de l'information peut seul être efficace. Est-ce que c'est pour ça, M. Karzai, qu'on aussi, au niveau de l'État, on a décidé de rénover quand même ce système de sirènes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent moi, les sirènes, très clairement, je les entends le midi, le mercredi, mais je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on décide quand même, pour pouvoir aussi être en complémentarité sur les différentes solutions qui se proposent aujourd'hui ? Tout à fait. Au-delà de l'anachronisme qui a été souligné tout à l'heure, c'est ce dispositif de sirène
se dirige donc vers une rénovation assez importante et assez coûteuse, c'est qu'il était effectivement constaté que ce moyen n'avait pas perdu toute son importance aujourd'hui. Vous parliez des gens qui ne disposaient pas de téléphone portable. Il y a notamment eux qui sont visés. Le fait que c'est un moyen aussi assez résilient. Le téléphone portable, lorsque les réseaux ne fonctionnent pas, l'alerte ne fonctionne pas non plus. Donc ce dispositif de sirène, qui est aussi accompagné par d'autres moyens que nous n'avons pas évoqués de médias plus classiques. Je pensais, vous parliez de votre grand-mère qui écoutait la radio. Il y a également avec les réseaux radio et de télévision, principalement de services publics, qui ont cette obligation dans leur cahier des charges, de diffuser les messages d'alerte et d'information des populations du gouvernement à l'attention des populations lorsqu'il y a une crise, tant au niveau national, en raison des circonstances que nous avons connues, que nous connaissons depuis 2 ans, mais également au niveau local, pour répondre à des crises, je dirais, plus classiques de sécurité civile. À titre d'exemple, l'ensemble des stations du réseau Radio France a une convention avec le préfet de zone ou le préfet de département de sa circonscription, qui l'engage donc à pouvoir interrompre ses programmes à la demande du préfet lorsque celui-ci le lui demande, en vue de passer en toute priorité un message d'alerte et d'information des populations, invitant celles-ci sur une zone donnée à suivre les consignes qui seront donc énoncées dans ce court message radiophonique qui sera bien sûr récurrent tout au long de la crise. Gilles Martin, vous voulez réagir? Ouais, je suis désolé, je vais noircir un peu le tableau. Allez-y. Donc sur la complémentarité, je pense qu'on est tous d'accord, mais on ne peut pas arriver à être d'accord pour dire qu'on est sur un système idéal, performant. Non. Ça va pas du tout en ce moment. Ça peut que progresser, il faut qu'on soit tous ensemble pour que ça aille mieux, on en est d'accord, avec des solutions complémentaires. La résilience des réseaux, j'en suis complètement d'accord. Celle des sirènes, elle est perfectible aussi. Je prends juste deux petits cas. Comme vous l'entendez au son de ma voix, je viens du sud de la France. On est soumis à un risque que pour les gens de la capitale, vous ne connaissez pas, c'est le risque tsunami. Juste pour vous dire, 10% des tsunamis du XXe siècle sont passés en Méditerranée. Si demain il devait avoir un tsunami en Méditerranée, comme il s'est passé en 1908 à Messine, qui a fait 30 000 morts, on a environ 40 minutes pour prévenir les gens. Je vous laisse imaginer un dimanche 15 août à 15h, le littoral du sud de la France, 40 minutes. Dans une ancienne vie, j'ai eu la chance ou la malchance de devoir diffuser la seule et unique alerte tsunami qu'il y a eu récemment, de la décennie, je dirais. Quand vous avez commencé à appeler le premier département et quand vous arrivez au dernier département, la vague, elle est déjà passée. Une vague de tsunami sur la Méditerranée, c'est entre le moment où le Centre national d'alerte tsunami vous appelle et le moment où on arrive sur les plages, c'est 40 minutes. Actuellement, on prévient les préfets par téléphone, ils ont un messagerie directe, mais je vous laisse imaginer les messageries des préfectures. Vous les appelez au téléphone, il y a une dizaine de départements sur le littoral. Quand vous faites le 10e, c'est pour lui dire que la vague est déjà passée. Voilà. Deuxième anecdote, qui n'en est pas une, 3 octobre 2015, j'étais aussi dans cette ancienne vie opérationnelle en charge de la coordination de la gestion de crise des départements du sud de la France. Il y avait une grande vigilance orange qui touchait tout le bassin méditerranéen. Et comme traditionnellement, elle traverse le sud de la France d'ouest en est. Et du matin jusqu'au soir, on a vu que les départements étaient quand même bien bousculés pour des fortes précipitations, des gros orages de grêle. Et on suivait ça de près. Et vers la fin de l'événement, il était environ 20 heures, on a vu sur le radar de Météo France, et confirmé par les prévisionnistes, les cellules orageuses se mettre une derrière l'autre, ce qu'on appelle faire un petit train, et venir se bloquer à proximité d'un massif qui s'appelle l'Estérel, qui est juste à l'entrée des Alpes-Maritimes, frontalier avec le Var. Et là, les prévisionnistes de Météo France nous ont confirmé qu'on allait faire face dans une trentaine de minutes à un événement au moins qui avait un ordre de retour au moins de la centaine d'années. Et là, on avait 30 minutes pour prévenir les gens. Eh bien, rien. Rien, parce que la convention Radio France, c'est vrai, ça marche. Déjà, faites un sondage autour de vous pour savoir qui écoute Radio France. Bon, il n'y a plus les grandes ondes depuis quelques mois, mais c'est toujours un complément, mais on ne touche pas tout le monde.
c'était une ville qui n'était pas soumise à PPI ou à site Céveso particulier, qui n'avait pas de système de sirène très développé. Et ben 6 heures après, j'appelais le préfet pour dire qu'il y avait 6 morts. Et 12 heures après, il y avait 20 morts. Donc oui, le système est perfectible, ne soyons surtout pas contents de nous-mêmes. C'est un gros aveu d'échec. Il y aura encore cette année des morts suite aux inondations, malheureusement. Donc on a besoin de travailler tous ensemble dans la complémentarité de nos technologies. Mais ne baissons pas les bras et il y a encore un gros travail devant nous. Monsieur Cloquet ? Pour effectivement rebondir là-dessus et sur des solutions possibles, on en parlait également tout à l'heure. Un exemple d'alerte tsunami ou tremblement de terre peut nous venir du Japon, où effectivement ils ont 60 secondes suite à un début de tremblement de terre pour prévenir effectivement l'ensemble du territoire. Et donc ils utilisent pour ça effectivement une technologie qui est le cell broadcast, qui permet de diffuser l'alerte très rapidement. Et ils utilisent également une autre technologie pour diffuser une pré-alerte encore plus rapidement, mais à ce moment-là plus réduite. Et donc effectivement, il existe des solutions technologiques qui sont complémentaires, puisqu'elles permettent uniquement d'envoyer des courts messages, mais qui permettent de mettre à l'abri la population dans ce genre de circonstances. Et alors également, pour rebondir sur le fait que la solution technologique seule n'est pas tout, mais que les procédures d'alerte, par exemple, à partir de quel seuil on alerte, à partir de quels critères. Ça sont des choses qui doivent être bétonnées effectivement à l'avance. Quelle est la procédure pour déclencher l'alerte? Pour donner un exemple, c'était encore début de l'année passée, une explosion dans le port d'Anvers. Les sirènes n'ont pas fonctionné parce que le maire, devait envoyer un fax signé à la protection civile pour que les sirènes soient activées. Entre-temps, le problème est résolu avec le système BiAlert, où tout ça est automatisé, mais la société évolue, les défis évoluent, et donc les procédures qui aujourd'hui sont à jour ne le seront peut-être plus demain. Donc c'est également un aspect sur lequel travailler au-delà de la solution technique. Monsieur Buffet, vous voulez réagir ? Oui, je voulais juste ajouter que la complémentarité est évidemment importante pour tous les acteurs intervenant dans la gestion de crise. Concernant en fait la réactivité d'une alerte, nous avons fait en fait des tests grandeur nature sur des villes de 100 000 habitants, 30 000 habitants. Et nous avons donc lancé le premier SMS au bout de 10 secondes. Et nous avons envoyé l'ensemble des SMS, donc alertes, en 10 minutes. Nous disposons d'un système en fait anti-congestion, système qui évite justement la saturation des réseaux. Voilà, je tenais juste à préciser cela. Et voilà. Merci. Oui, encore une réaction? Non? Oui. 10 minutes pour 100 000 habitants, donc 100 minutes pour 1 million. Eh bien, écoutez, 10 minutes, alors sur 1 million d'habitants, si vous faites une alerte sur 1 million d'habitants, à ce moment-là, il faudra utiliser en fait des réseaux complémentaires, des solutions complémentaires. Par exemple, avec notre système, nous utilisons en fait, nous pouvons ajouter en fait, connecter cela en fait à la télévision, aux ordinateurs. Voilà, il existe d'autres solutions complémentaires pour pouvoir en fait alerter. Mais toujours est-il que dans une situation de crise, bon. Si on prend des cas concrets que nous avons connus, on va dire, ces dernières années, il est évident que 30 000 habitants, 100 000 habitants, c'est assez quand même efficace. Alors, alerter la population, c'est bien, c'est nécessaire, mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, cela suffit? On le voyait avec le système des sirènes, par exemple. Bon, bah, aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens, quand ils entendent les sirènes, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils sortent de chez eux pour voir ce qui se passe, ce qui n'est pas forcément l'effet escompté. Est-ce qu'avec les systèmes dont on parle aujourd'hui, on peut aussi diffuser, et est-ce que c'est pris en compte par vos différents services, des messages aussi de prévention, d'éducation, finalement, à ces gens-là? Parce que c'est aussi important de dire aux gens, il y a un problème, mais voilà ce qu'il faut faire.
Madame Brossel. Je crois en effet qu'au-delà, je l'espère, de la complémentarité, dans un versant plus négatif, de l'empilement de solutions proposées, fondamentalement, ce sur quoi il faut travailler, c'est faire en sorte que les habitants, je vais parler des Parisiens, qui sont ceux que je connais le mieux, que les Parisiens soient informés pour pouvoir être acteurs de la crise. Et donc, ça nécessite un travail d'éducation. On s'est rendu compte que l'épisode de crue, ce qu'il a révélé, c'était un manque d'information absolue de la part des Parisiens sur ce qu'ils devaient faire en cas de montée des eaux, ce qu'ils auraient dû faire si nous avions atteint un pic de crue plus important, et l'ensemble du travail d'information sur ce que peut être une décrue, puisque, pour rester sur cet exemple-là, la crue est rapide, mais la décrue peut être très très lente, et du coup, les dysfonctionnements de la société peuvent être très longs. Et on voit bien que l'un des défis majeurs pour nous, celui sur lequel nous pouvons intervenir, c'est de travailler sur les questions d'éducation, d'information. On le fait en commençant à travailler avec les petits dans les écoles. Et c'est là où je dis que pouvoir faire en sorte d'accompagner tous les réseaux de micro-solidarité, c'est aussi un travail d'éducation pour que les uns et les autres puissent être des acteurs du moment de la crise et de l'après-crise. Mais pour ça, il faut avoir travaillé sur l'avant-crise. Et on avait... à différents niveaux, soit dans un cadre franco-français, soit dans un cadre européen, eu plusieurs exercices avant la crue de l'été dernier qui nous avaient permis de mettre en lumière ce type de points de faiblesse. On commence à y travailler. On a encore, en effet, les uns et les autres des marges de progrès, mais n'imaginons pas un instant pouvoir être plus efficace sur les questions d'alerte, non pas tant en termes d'alerte, mais en termes de participation des habitants, si on n'a pas travaillé sur l'amont qui, de fait, relève de l'information, de l'éducation, des exercices. Tout ça prend du temps, mais je partage le sentiment qui a été exprimé par quelques-uns, c'est que ça prend du temps et en même temps nous n'en avons pas. Donc voilà, il faut mettre l'accélérateur sur ces sujets-là. Alors moi je voulais juste rebondir par rapport à l'information préventive. La solution d'application smartphone qu'on avait développée dans le cadre de projets européens, on la propose aux collectivités territoriales et on a fait des partenariats avec des associations qui travaillent dans la gestion de risques et qui fournissent en fait de l'information préventive. Les collectivités territoriales, les mairies, ont une part d'alerte, un devoir d'alerte, mais ils ont un devoir d'information préventive. Par exemple, donc, dans ce partenariat, cette association fait des DICRIM, qui sont des documents communaux d'information sur les risques majeurs, et on utilise en fait la même application smartphone pour que quand les gens rentrent dans une zone, car ils sont géolocalisés, savent s'ils sont dans une zone à risque. Et à partir de là, l'information du DICRIM est en temps réel, c'est-à-dire qu'en temps réel, même si je ne suis pas, il n'y a pas une crise actuellement, mais dans le sud de la France, on est dans des zones en effet d'incendie, on est dans des zones à crue rapide, on est dans une zone PPI. Et dedans, on informe les gens, vous êtes dans une zone à risque, et voilà comment il faut réagir en cas de problème. Il y a des rappels classiques, on redonne à cette occasion le numéro de France Inter, Radio France Bleu, parce que pour l'instant c'est l'un des messages, mais il y a cette information complémentaire, en fonction d'où vous êtes, comment réagir. Car lorsqu'on a la crise, car le maire en fait... L'idée, c'est de réceptionner aussi bien potentiellement l'alerte des CIP, qui sera l'alerte en fait potentiellement multicanal, qui est l'alerte pour l'instant de l'État. Mais le maire parfois veut communiquer, comme disait Madame Brossel sur Paris, sur d'autres sujets. C'est-à-dire que le maire n'est pas seulement un policier, même s'il a un pouvoir de police, il est d'autres choses au quotidien de les gens. Et dans la crise, il doit les informer aussi sur des choses aussi bêtes que s'il y a des zones qui sont... Vous devez être évacué, ou est-ce que vous devez avoir de l'eau, ou est-ce que vous pouvez manger, ou est-ce que vous pouvez être récupéré. Donc dans ces cadres-là, il faut tout un partenariat, et ce partenariat doit être porté dans l'information préventive pour que les gens savent comment réagir avant, sinon il y aura des moments de panique, et les services de secours, comme on est dans Secours Expo, ne pourront pas tout gérer. Le principe, c'est l'autoprotection du citoyen. Il faut que le citoyen soit un propre acteur, donc il sache comment faire, donc il faut qu'il le sache avant. On est en plein dans la loi de modernisation de la sécurité civile, effectivement. Gilles Martin. Ouais, c'est un vrai challenge, ce volet-là de l'alerte. Je pense que c'est vraiment complémentaire et il sort de plus en plus, il se met de plus en plus en avant. C'est au-delà du simple fait d'alerter, c'est comment est perçu le message d'alerte. Je prends pour exemple la dernière victime, malheureusement, qui est décédée des inondations dans le Gard. C'est une mère de famille qui a été emportée dans son véhicule avec son enfant en traversant une route qui était barrée et qui était inondée. Quand on regarde un peu les circonstances, elle habite de l'autre côté
de la route qui était inondée. Donc c'est quelqu'un qui vivait au quotidien avec la rivière, avec ses crues, ces débordements et ce côté vraiment dangereux. Donc il y a une grande réflexion de se dire, c'est au-delà du simple message d'alerte, travaillons sur toute la dimension socio-culturelle, de savoir comment ils sont perçus, comment on peut mieux faire pour que le dit crime soit enfin lu, qu'il soit vraiment imprégné dans la population et qu'on arrive à faire changer tout doucement les comportements. Christophe Cloquet. Et alors, peut-être un petit élément effectivement d'éducation aussi, c'est peut-être l'éducation aux fausses alertes, d'avoir conscience que si on veut être alerté pour 100% des vraies alertes, il faut tolérer peut-être des fausses alertes et que ça ne décrédibilise pas l'outil. Mais qu'au contraire, ça fait partie du processus. C'est ainsi, si on veut, c'est l'équilibre sensibilité-spécificité qu'on connaît dans d'autres domaines aussi. Si on veut 100% de ce qu'on a besoin, on doit accepter une partie de fausses alertes. Et ça doit également faire partie de l'éducation au risque et à l'alerte de pouvoir tolérer ça. Alors je ne sais pas si en France on en est là en tout cas, mais c'est vrai que l'idée est là effectivement. Vous vouliez réagir? Oui, simplement, je voulais juste, disons, schématiser un petit peu, pour simplifier, c'est qu'il y a 3 phases d'alerte. Il y a l'alerte donc en amont, donc avant l'alerte. Donc là, on va faire de la prévention. Notamment, nous avons des solutions en fait pour les communes qui utilisent en fait nos solutions pour alerter en amont, avant l'alerte. Donc par exemple, débroussaillage pour prévenir le risque d'incendie. Lors de l'alerte, évidemment, pendant donc, et après, c'est-à-dire fin de crue, fin d'incendie, de façon que les personnes puissent savoir, puissent être informées qu'effectivement, elles peuvent rentrer chez elles, elles peuvent reprendre leur vie normale. Donc l'alerte, elle se décompose en 3 phases. Oui, effectivement, c'est vrai que l'alerte n'est pas quelque chose de ponctuel, mais finalement qui s'étend aussi sur le temps. Alors, juste une petite chose très rapidement, ouais. Parce qu'il faut être précis sur la sémantique. Oui. C'est comme la vigilance. L'alerte, seul le maire, le préfet ou le Premier ministre peut la déclencher. Après, le reste, c'est des messages de comportement ou de la prévention. Mais l'alerte, c'est bien une chose bien précise qu'il faut bien cadrer, et tout le monde ne peut pas le faire. Merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, je vois des bras qui se lèvent. Alors, je vais me diriger vers vous. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Étienne Deloison, je suis formateur professionnel à la Croix-Rouge dans la santé et sécurité au travail. Donc je fais pas mal de formations SST et PSC1 depuis à peu près 20 ans. Je suis un ancien pompier volontaire du nord de la France, ancien ambulancier. Mon père avait déjà enseigné les sirènes dans les années 70-80. Moi, je l'enseigne aussi depuis 20 ans. Je fais toujours découvrir ça. C'est pour ça que je vous ai applaudi 2 fois, monsieur, parce que vous êtes le plus concret dans ce niveau-là. Et je voudrais bien savoir quand est-ce qu'il va y avoir une vraie communication et une vraie préparation du citoyen français par rapport à l'amélioration de la loi de la sécurité civile de 2004. Je fais de temps en temps, à la Croix-Rouge, nous avons un produit qui s'appelle l'IRR, l'initiation à réduction du risque. Ça passe autant pour les bénévoles qui reçoivent des gens dans les villes que pour moi en grande entreprise. J'en ai fait une la semaine dernière dans un très grand groupe de cosmétiques avant leur PSC1. Ils ont apprécié à faire chez eux une préparation des risques, à découvrir qu'ils ne sont pas dans un monde de bisounours autour d'eux, qu'il y a éventuellement des risques, qu'il faut se renseigner à la commune et qu'ils peuvent préparer un catakit, etc., etc. Donc quand est-ce qu'il va y avoir cette fameuse communication? J'ai déjà posé la question par rapport tout à l'heure à la potentialité de petits spots, comme ça se faisait dans le temps en Belgique avec la sécurité routière. On m'a dit que c'était cher, que les chaînes, que le public que l'on paye avec notre argent ne peuvent pas le faire, et qu'en plus c'était angoissant. Bah oui, mais si c'est angoissant, c'est normal. Une demi-heure après, dans le journal télévisé, c'est encore plus angoissant. Est-ce que quelqu'un veut se prononcer sur cette question et ces remarques? Alors, juste sur la communication, si j'ai bien saisi, sur le volet sirène, il y a effectivement un dispositif qu'on avait envisagé il y a déjà 2 ans, parce que moi je suis arrivé il y a quelques mois seulement, de spot de communication qui n'a pas pu aboutir et qui est remis à l'ordre du jour de notre programme d'action en matière d'éducation
et de sensibilisation des publics, donc programme d'action 2017. Donc nous espérons également le voir aboutir, puisque l'idée de ce spot en tout cas est partie d'un sondage selon lequel, même s'il remonte à un peu de temps, de novembre 2013, moins d'un quart de nos concitoyens, donc toujours pour en revenir aux sirènes, moins d'un quart de nos concitoyens savent ce que signifie le signal sirène du premier mercredi du mois. Donc l'idée de ce spot, c'était de donner l'information et surtout les sources de cette information, ou la chercher de manière plus précise sur la signification du signal d'alerte en France et les principaux conseils, les principales consignes de comportement à adopter lorsqu'il y a une alerte par rapport à une crise majeure. Voilà. Alors là, à ma droite, un témoignage peut-être plus qu'une question, je ne sais pas. Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai vécu la nuit des inondations, puisque j'habite Antibes. J'habite Antibes, donc la zone qui a été extrêmement touchée par les inondations au mois d'octobre 2015. On va attendre. Et les nouvelles technologies, c'est formidable. On travaille dans la communauté d'agglomération où je suis chargée de mission là-dessus. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais on s'est rendu compte d'une chose extrêmement importante aussi cette nuit-là. Nous n'avions plus d'électricité, plus de réseau téléphonique, plus de téléphone portable, plus rien. Et on s'est posé la question, puisqu'en plus on est dans un département où nous avons énormément de personnes âgées, vous le savez. On s'est posé la question, et moi je suis allée voir des CCAS, et je pense qu'on va monter une opération, si on n'allait pas redistribuer, alors ne tombez pas de vos chaises, des petits postes de radio avec des piles. Voilà, je voulais vous dire que les nouvelles technologies c'est formidable, mais il ne faut pas non plus tout mettre à la poubelle, et parfois il faut avoir le courage de reprendre des vieilles idées, parce que nous, on l'a vécu. Et qu'effectivement, eh bien, on est arrivé à un moment complètement dans la nuit, et vous en parliez, donc je pense que vous l'avez aussi peut-être vécu, ou plus loin que moi. Moi, j'étais sur le terrain. Mais cette nuit-là, effectivement, pour passer l'information à des gens, ne prenez pas votre véhicule, etc., etc., si on avait eu dans nos maisons peut-être un petit poste radio avec pile, eh bien, on aurait pu faire passer l'information à certaines personnes. Donc voilà, mon message, c'est juste vous dire, c'est formidable, les nouvelles technologies, il faut s'en servir, mais ne perdons jamais à l'idée que peut-être, de temps en temps, il faut faire un petit retour en arrière pour des choses toutes simples. Merci. Je ne sais pas si ça... Est-ce que vous voulez réagir? Allez-y. Oui, je pense que la Croix-Rouge en parle aussi dans ses kits de réduction du risque, les katakits. Et bien effectivement, comme vous faites le geste avec une batterie rechargeable par dynamo. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, les choses de base. Maintenant, ça prendra peut-être quelques années aussi. Il y a une nouvelle norme de radio qui est le DAB+. Je ne sais pas où est-ce que ça en est en France. C'est quelque chose qui va arriver. C'est une nouvelle manière un petit peu comme la télévision numérique terrestre, la TNT, mais pour la radio, qui permet également de passer des messages d'alerte, qui permet également d'allumer le poste de radio pour diffuser le message. Et donc là, on a effectivement une technologie qui est indépendante du réseau GSM, indépendante d'Internet. C'est de la diffusion, du broadcast, avec la possibilité, effectivement, même d'alerter. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose à trouver dans cette direction. Alors Gilles Martin, vous lâchez les réseaux sociaux pour les radios à pile ou pas? Moi je suis complètement d'accord sur le restons pragmatiques et conservons les valeurs sûres, que sont la bougie et la radio. Je suis complètement d'accord. Après, de temps en temps, la technologie, il faudrait bien que je rajoute un petit peu, peut apporter certaines réponses. Pour le côté de la téléphonie, en complément de la radio, on voit aussi apparaître ce qu'on appelle les réseaux mesh. C'est-à-dire, chacun avec notre smartphone, nous devenons un relais, un petit émetteur d'un réseau où nous sommes tous une partie. Je m'explique. Lorsqu'il y a eu les grandes manifestations suite à Je suis Charlie, les réseaux téléphoniques ont explosé. C'était impossible de capter tous ces téléphones qui voulaient se connecter. Et certains ont créé des applications, FireChat pour en parler la plus connue, qui font que chaque possesseur d'un smartphone devient le propre émetteur.
Et avec la puissance qu'il peut avoir avec son Wi-Fi, il va porter le réseau 10 mètres plus loin. Un autre va le reprendre, etc., 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 etc. Et on peut arriver à faire des bulles de connexion où si quelqu'un en périphérie est connecté au réseau Internet, peut diffuser Internet dans sa bulle. Donc la valeur sûre, c'est la radio, j'en suis intimement convaincu. Restons là-dessus, mais de temps en temps, la technologie peut nous apporter des petites réponses qui sont pas mal. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Elles sont toutes complémentaires et je crois que tous les outils présentés doivent être utilisés. La meilleure formation, c'est effectivement c'est la formation des citoyennes et des citoyens. Et je crois que suite aux événements, les gens en sont sensibilisés. Et effectivement, je ne sais plus, madame, vous parliez de la radio à pile, c'est effectivement dans le catakit proposé par l'IRR que la Croix-Rouge française propose et peut-être d'autres associations. En termes d'alerte, effectivement, la chaîne de secours se met très vite en place. On l'a vu sur Paris, quand on est secouriste, on est déclenché par SMS, ça se fait très vite. Sur l'alerte aux populations, effectivement, je reviens sur la sirène, enfin sur l'alerte aux populations, 3 fois 5 minutes et 30 secondes d'arrêt. Elle a été initiée pour certaines situations, inondations ou autres. Moi, je suis convaincue que, y compris, je crois qu'il faut que les gens soient tranquilles avec ça quand ils l'entendent par des réactions calmes et posées, ou du moins le plus calme possible face à ça. Je crois, c'est un petit peu mon regret, je crois qu'il faudrait peut-être l'appliquer aussi lors des attentats. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a les réseaux et tout ce que vous proposez, c'est très bien. On peut avoir son téléphone à plat, ça a été mon cas. Dès que je suis rentrée chez moi, je me suis mise à la disposition de la Croix-Rouge française. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens, et j'ai vu des gens dans le métro qui ne savaient pas forcément ce qui se passait. On se doutait qu'il y avait quelque chose. Mais je crois que, voilà, vous avez raison, madame, c'est dans les vieilles choses ou les choses les plus élémentaires qu'on réussit à faire des choses. Que ce soit ça, que ce soit sur les événements vers Châtelet, c'était une fausse alerte, mais quand même, il y a eu un temps comme ça, un samedi après-midi, qui t'a rassuré. Et puis l'éducation citoyenne fait que ça commence à rentrer dans les mœurs petit à petit. Il faut vraiment que les gens le fassent très tranquillement. Mais merci pour ce témoignage. Effectivement, je crois que de toute façon, on est assez d'accord que la complémentarité des moyens est aujourd'hui nécessaire et que les nouvelles technologies ne se passent pas aussi des bonnes vieilles solutions pratiques. Est-ce qu'il reste des questions ? Alors, allez, on a encore 6 minutes. Moi, j'en ai une dernière. Après, je vous libère. J'aimerais savoir si on peut s'entraîner aujourd'hui à alerter la population. Est-ce qu'on peut mettre la population dans la boucle pour s'entraîner, en fait? Parce qu'aujourd'hui, on diffuse une alerte, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais pour que les gens réagissent correctement, peut-être qu'ils doivent s'entraîner aussi. Est-ce que c'est possible, ça? On peut l'imaginer? Alors, moi, j'ai envie de mettre à l'honneur notre ami belge. C'est à ma connaissance le premier pays qui, lorsqu'il organise un exercice de sécurité civile, fait un appel à volontaires pour que des citoyens jouent leur propre rôle. C'est-à-dire que ce qu'on voit, nous, habituellement, c'est des exercices de sécurité civile très techniques avec tous les acteurs concernés qui sont conviés, sauf un, le citoyen. Et là, on voit en Belgique qui ont un rapport complètement différent au nôtre, c'est culturel, on n'a pas la même histoire, qu'ils ont, je crois que c'est il y a 3-4 ans, demandé un acte de volontariat à 400 personnes, de dire « Venez jouer votre propre rôle et soyez vous-même et dites-nous ce que vous auriez fait, ce que vous aurez dit pendant un exercice. » Et me semble-t-il que c'était même une thématique un peu anxiogène, je crois bien que c'était du nucléaire. Vous voulez réagir, j'imagine. Effectivement, ça va même au-delà. Donc, il y a effectivement les exercices où les personnes jouent leur propre rôle dans la crise. Et puis, ce qu'on a vu aussi, ce sont des exercices où des citoyens jouent leur propre rôle sur les réseaux sociaux. Voilà, effectivement. Et diffusent des fausses rumeurs, demandent de l'aide. Effectivement. Et c'est extrêmement instructif, à la fois pour les citoyens eux-mêmes et pour les autorités.
Et on a vu à travers les réseaux sociaux les citoyens occuper un rôle pour s'aider entre eux. On a vu le hashtag porte ouverte, une initiative ouverte. Et donc, ils sortent, ils n'ont pas un cadre légal pour eux. On est purement sur de la solidarité, de la compassion. Et je sais qu'en Belgique, ils l'ont relancé aussi. On a vu lors d'un moment quand la Belgique faisait une opération de police, les citoyens ont complètement occupé les réseaux sociaux. Donc ça va entraider l'État. Utiliser ce moment de lieu de parole. Ils n'ont pas l'accès au SAIP pour descendre parce que ce n'est pas leur rôle. Par contre, les réseaux sociaux, c'est fait pour les citoyens, par les citoyens, animés par les citoyens. Donc là, le citoyen occupe son propre rôle et occupe de l'espace. La question que vous posez, elle est presque la plus fondamentale de tout ce qu'on s'est dit depuis le début de la table ronde, parce qu'on ne pourra être efficace dans les dispositifs d'alerte et dans les dispositifs d'éducation. Je dis ça de façon rapide, mais en tout cas, comment est-ce qu'on fait de la prévention de la crise ? Que si on implique réellement les citoyens là-dedans. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on le fait soit par type de population. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur ont fait en sorte que dans toutes les écoles, les collèges et les lycées de France, il y ait des exercices de deux natures, un exercice anti-intrusion, ce qui n'existait pas auparavant, et un exercice d'alarme plus classique, type alarme incendie. C'est pas rien. C'est pas rien, parce que ça veut dire qu'on est en train de travailler avec des générations qui, adolescents, jeunes adultes ou tout petits, commencent à rentrer dans une culture de la prévention de ce type de crise. Mais pour l'instant, on n'en est qu'aux enfants et aux éducateurs qui sont à côté d'eux. Et moi, j'ai été très marquée quand on a mené un exercice qui s'appelle Sequana, niveau européen de prévention de la crue, 1 an avant la crue de la Seine. En fait, chacune des institutions jouait le rôle des citoyens. Donc c'était d'ailleurs très intéressant, puisqu'on avait des institutions qui répandaient des rumeurs sur les réseaux sociaux, qui jouaient le faux citoyen. Et en même temps, on voit bien, vous l'avez dit d'ailleurs en citant l'exemple de « ma porte est ouverte et venez », en fait, tous nos systèmes, quels qu'ils soient, sont toujours dépassés par l'initiative des habitants. C'est fort heureux, c'est d'ailleurs comme ça qu'on avance. C'est pour ça que la question que vous posez, elle est fondamentale, c'est qu'il faut aussi que nous soyons capables, l'ensemble des institutions qui, à un moment ou à un autre, ont à être partie prenante de la gestion d'une crise, nous devons accepter que les citoyens ne soient pas uniquement soit des acteurs de nos dispositifs, soit le décor de nos dispositifs, parce que nous apprendrons beaucoup plus de leur réaction et de leur préparation, sinon nous l'apprenons a posteriori. Et je crois que là-dessus, on a un pas, je ne sais pas s'il est culturel, mais en tout cas, on a un grand pas à faire. Merci beaucoup. Juste quelques secondes, on a encore. Juste 2 secondes, simplement pour dire que la communication est fondamentale dans le cadre de la prévention. Et donc, ça veut dire qu'on va utiliser, en fait, ça va être multi-support, multi-acteurs. Et la prévention, ça passe par la communication. Donc, communication vers la population pour que la population adopte les bons comportements lors de situations de crise, tout simplement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vais donc conclure cette table ronde. Merci à tous nos intervenants pour la qualité de vos propos. Merci à la technique. Merci à vous et bonne fin de salon.